Bonsoir à tous, bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. Nous sommes très ravis pour ce début de semaine de savoir que vous êtes toujours, madame, monsieur, très nombreux devant le petit écran pour regarder cette émission d'utilité publique Equinox Soir. 9 mois après sa disparition, Samuel Ouazizi a refait son apparition dans un communiqué du ministère de la Défense. Il ressort clairement que Samuel Ouazizi est décédé depuis le 17 août 2019 à Yaoundé. Cette nouvelle triste qui est venue confirmer l'annonce faite sur Equinox Télévision 72 heures plus tôt, mettait ainsi fin à diverses spéculations et même tout espoir de revoir Samuel Ouazizi. 3 jours après la sortie du chef de la division de la communication au ministère de la Défense, passé le choc, les mois, place aujourd'hui aux multiples interrogations. Des questions sur les réels mobiles de son arrestation, des interrogations sur les causes ainsi que les circonstances de son décès, des questions sur le mystère, voire l'omerta ayant suivi sa mort, des interrogations enfin sur ces audiences qui se poursuivaient à Buea alors que Ouazizi était déjà mort. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. C'est de Samuel Ouazizi, un communiqué et de nombreuses questions. Pour parler de ce sujet ce soir, nous avons invité en plateau ici Maître Fabien Kenyé, une fois de plus. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir Monsieur Edouard Fauchivé, chers compatriotes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau pour la première fois pour une quête. J'espère qu'on devrait partager pour un état de droit. Je voudrais aussi dire bonsoir aux téléspectateurs. Et Serge Alain, avant de continuer, je voudrais dire quelle est ma peine à la suite du décès de votre confrère Samuel Ouazizi. Et cette peine est davantage profonde lorsque nous sommes informés des circonstances dans lesquelles sa mort est intervenue, et surtout grâce à la télévision du peuple. Que son âme repose en paix. Je voudrais adresser mes sincères condoléances à la famille qui est certainement... Le communiqué du ministère de la Défense n'étonne pas les conditions dans lesquelles la mort est survenue. Il dit seulement des suites de sepsis sévères. Naturellement, entre ses mains. Oui. C'est la version des faits du communiqué du ministère de la Défense, version à laquelle il faut opposer celle de ses avocats et de sa famille, que vous avez nécessairement recueilli, étant entendu que vous rendez compte. Et cela, c'est vous rendez compte au peuple, le peuple vous en sait gré. Comme je le disais tantôt, si vous le permettez, j'étais en train de dire que je souhaitais, puis le bon Dieu, qu'il prenne soin de son âme. Je voudrais associer à cette demande, cette prière que je formule, celle de mon grand frère défunt, Samuel André, que j'ai enterré samedi dernier, et surtout aussi l'âme de notre confrère Maître Sama Francis qui est décédé aujourd'hui. Voilà, en face de vous, Edouard Fauchivé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir monsieur Otto, merci de nous avoir invités. Je voudrais... Vous dites-vous, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, qui, à travers votre invitation, qui m'a demandé de parler au nom du RDPC ce soir. Je voudrais renvoyer la balle à Maître pour dire que nous espérons que nous apporterons notre contribution à ce débat pour que, au sortir d'ici, que ceux qui nous écoutent, les millions de téléspectateurs, puissent être informés. Le but, c'est ça. Je voudrais m'associer à ce que vous avez dit, transmettre au nom de notre parti, le RDPC, les condoléances à la famille nucléaire de Samuel Ouazizi
et à la famille des journalistes que vous représentez. Un mort est toujours de trop, et vous comprenez que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la paix. Ok. Voilà, je reste avec vous. On va dire bonjour. On va d'abord dire bonjour. Il est là. Léopold Daci, bonsoir. Bonsoir à la capitale. Charles, bonsoir au panel. Oui. Voilà, c'est un plaisir d'être là avec vous. Oui. Je rappelle que Léopold Daci est... Oui, allez-y. Il avait coupé à Yaoundé, maintenant là on est revenu dans la lumière, donc c'est un plaisir d'être avec vous. Ah ouais. Yaoundé était dans le noir. Ah oui, tout à l'heure, notre secteur dans tous les cas était dans le noir. En rouge, ça veut dire là où se trouve notre direction, le messager. On est dans le noir, maintenant nous sommes revenus dans la lumière, c'est un plaisir. Voilà, Léopold Daci du quotidien Le Messager. Il sera avec nous tout au long de cette émission. J'annonce également le secrétaire général du CPP, Franck Essi, qui sera également là dans ce programme. Je reviens à vous, Edouard Fauchivet, vous avez dit, vous présentez condoléances à la famille des journalistes. C'est bien cela? Tout à fait. Donc Samuel Ouazizi était journaliste. Non, mais la famille, pour moi, en attendant peut-être prouver le contraire de tout, je sais que... Oui, parce que je pose la question, parce que le communiqué dit se disant animateur dans une chaîne de télévision locale, il était en réalité un logisticien de divers groupes terroristes opérant sur les hauteurs de Mountain. Ça veut dire qu'on lui reconnaît pas cette qualité-là selon ce communiqué. Je ne commenterai pas le communiqué, mais je crois que je suis ici parce qu'un Camerounais est mort. Oui. Et il portait le titre de journaliste. Et je crois que les investigations qui vont suivre, l'auteur de ce communiqué doit avoir des éléments motivés. Et donc je reste sur la première fonction, qui est de dire qu'il était donc animateur, journaliste. Voilà. Ok. On va donc repartir à Yaoundé. Léopold Daci, jeudi dernier déjà, le 4 juin, il y a cette interrogation qui barrait la une du quotidien Le Messager pour lequel vous travaillez. Qui a tué Ouazizi? C'était la grande interrogation, Léopold Daci. Et le lendemain, on a ce communiqué signé du chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Est-ce que, à partir des éléments de ce communiqué sorti le lendemain de votre parution, vous avez les éléments qui permettent de répondre à l'interrogation de la veille? Léopold Daci. Merci de me passer la parole, Serge Alain. C'est une question qui demeure au centre de toute l'actualité aujourd'hui. Nous avons évidemment suivi la sortie du MINDEF, qui dit clairement que le journaliste, nous l'appelons comme ça parce qu'il est journaliste, il était le journaliste dans le sud-ouest, précisément à Boya, on dit clairement qu'il est mort, là non pas de torture, mais de maladie. C'est ce qui nous est revenu. Il est mort de maladie. Alors, la question maintenant, c'est que dans le développement du MINDEF, on a compris que le MINDEF lavait proprement ses mains, donc toute forme d'accusation par rapport à ce décès-là. Mais il n'en demeure pas moins vrai que des faits autour, par rapport à la réaction de sa famille que nous avons tous suivi sur une radio proche de la radio RFI, nous avons compris que la famille, avec les avocats, disait clairement qu'ils n'avaient jamais été en contact avec nos forces de défense et de sécurité. C'est à ce niveau-là que se pose la question aujourd'hui. Et deuxième élément également qui vient à nous faire réfléchir et attendre, c'est que l'ambassadeur camerounais, le diplomate français, précisément Christophe Guilou, opérant du palais de l'Unité en sortant, a dit clairement qu'il attend, que le chef de l'État camerounais lui a promis qu'il devrait instruire une enquête pour que la vérité ou bien des clarifications supplémentaires soient apportées à ce décès ou à cette mort-là. Donc nous sommes dans l'expectative, on attend. On ne peut pas dire aujourd'hui de manière précise ou claire que c'est tel autre ou c'est tel autre qui l'a accusé. Donc on pense aujourd'hui qu'il s'agit de la mort. Et on s'en attend là qu'il est mort de comment vous l'appelez, sepsis sévère. Sepsis sévère. C'est ce qu'a dit le communiqué de... Oui, si c'est sévère, ce qu'a dit le communiqué du MINDEF. Donc on en est là, on attend. On attend encore Serge Alain. Voilà
nous lancions à ce moment-là, c'était quand même, ils peuvent dans la mer, parce qu'on se demandait, ça peut arriver à tout le monde, hein. On ne sait pas qui peut tomber demain. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être autre personne, mais d'avis, et déjà on se dit que mort de journaliste entre les mains, alors qu'il est entre les mains de la justice, des forces armées de sécurité, ça peut poser interrogation. Donc à ce moment-là, n'ayant pas avec nous les éléments que le MIDEF va apporter plus tard, on était réduit à s'interroger pour savoir qui l'a tué. Et le lendemain, le MIDEF va communiquer dessus pour dire que l'armée n'a rien à y voir. Et troisième fait, maintenant, on comprend qu'avec le diplomate français, que le chef de l'État certainement va nous apporter davantage d'éclairage là-dessus. Et on attend, voilà. Voilà, merci Léopold Dassy. Maître Fabien Keigné, sur cette situation, déjà, comment vous avez accueilli ce communiqué du ministère de la Défense ? Est-ce que cette sortie vous a permis de lever un pan de voile sur ces nombreuses interrogations qui entouraient cette disparition depuis 9 mois de Samuel Ouazizi ? Autant que vous le sachiez, Serge Alain et les téléspectateurs ou le peuple camerounais est témoin, nous avons une fois de plus affaire à un mensonge d'État. Quand je parle d'État, je prends ma part dans cette responsabilité que j'évoque. Parce que l'État, c'est vous. L'État, c'est moi. Quand l'État ment aux citoyens, cela devient intolérable. Cela devient inadmissible. À travers ce communiqué, l'État nous a dit, ou le représentant de l'État, le responsable de communication du ministère de la Défense, que Samuel Ouazizi est mort, me semble-t-il, depuis le 17 août. Le 17 août 2019. Et que la famille en était régulièrement informée. De vos investigations, il ressort que la famille n'a jamais été informée de quelque manière que ce soit. Moi, je partage, je voudrais le dire avant de continuer, la peine d'un avocat qui se trouve face à un mur insurmontable alors qu'il ne fait que faire son travail. Je voudrais dire mon confrère qui, il faut bien qu'on le note, Samuel Ouazizi est parti de lui-même de son domicile pour se rendre dans un commissariat de police. Le 2 août 2019. Et non le 3 août comme le communiqué le dit. Son avocat lui a accompagné. Il avait procédé à l'arrestation au cours d'une opération de sécurité sur le terrain. La vérité, c'est qu'il s'est présenté de lui-même, répondant à un coup de fil, respectueux des institutions qu'incarne la police. Il s'y est rendu le 2 août 2019. Par la suite, après son avocat l'a assisté, il a été par la suite remis entre les mains des militaires qui n'ont rien à faire avec la justice, si tant est qu'on lui reprochait quoi que ce soit, comme artificier, m'a-t-on dit, ou logisticien, des terroristes. C'est une affaire qui aurait dû relever du système judiciaire. Les militaires sont venus le prendre entre les mains, l'institution chargée de la justice. Et depuis lors, il n'a plus réparu. Dans l'intervalle, les avocats ont mené plus d'une procédure, notamment celle d'habeas corpus. Habeas corpus, en anglais, veut dire « sois maître de ton corps ». C'est-à-dire, lorsqu'on vous arrête pour rien illégalement, vous pouvez, personnellement ou par personne interposée, saisir le tribunal de grande instance du lieu où vous êtes détenu, au fond, par une requête pour qu'on vous libère immédiatement. Cela a été fait. Qu'est-ce que la justice a fait? Pendant les 9 mois qui auront duré, ou pendant les 9 mois après le décès, il n'a jamais rien été répondu. Alors, et surtout que la loi en cette matière dit que lorsque vous saisissez le tribunal, il doit émettre un ordre de vous amener la personne. Depuis là, la justice camerounaise a caché ce décès qu'on nous annonce aujourd'hui après 9 mois. À la fin, je me demande dans quel pays nous nous trouvons. Parce que nous constatons à la fin, puisqu'il faut le rappeler aussi, la défense ou les militaires ont à leur tête le chef suprême des armées. Il est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. À l'Assemblée nationale, les lois qui sont votées
proviennent de l'exécutif. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui entre les mains d'un seul homme le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et c'est pour ça que ça a conduit à ce que nous vivons. La justice a été impuissante face à cet événement et nous avons eu ce que nous avons. Et pour s'indigner, ceux qui sont responsables de sa mort reviennent encore mentir. C'est intolérable. Ce communiqué procède depuis mensonge. Lorsque nous parlons, il faut bien que le gouvernement le sache. Il nous représente. Il est parfois reproché à l'opposition. Parce que MLC, dont je suis l'un des membres pour lequel je communique ici, que nous salissons les uns sur le Cameroun, l'image de marque du Cameroun à l'extérieur. Vous allez constater qu'après vos reportages, après toutes vos révélations, l'État martèle et dit que c'est un logiciel du terrorisme. Si tel est vrai, cela voudrait dire quoi? Que l'État camerounais a commis un crime de guerre. Parce que même en matière de guerre, il y a des règles. Cela voudrait dire, s'il était mort entre les mains de la justice, voudrait dire des policiers, au cours d'une enquête, on aurait pensé au bavure comme ça s'est passé aux États-Unis. Mais lorsque dans ce communiqué, le gouvernement camerounais martèle que c'est un logiciel du terrorisme, ça veut dire qu'il avoue qu'il a commis un crime de guerre, passible de la justice internationale, la Cour pénale internationale de justice. Ce qui ne m'honore pas, ça ne vous honore pas, ça n'honore pas le peuple camerounais. Lorsqu'on a fauté, il faut bien qu'on se le dise. Et cette affaire me rappelle le crime qui avait été attribué au Mali. Ça me rappelle Gabou. Ça me rappelle les tirs à balles réelles sur Maître Ndoki, dans la télévision camerounaise, que je ne voudrais pas nommer, qui est payée par nos impôts, et une certaine autre télé. On estimait que les blessures béantes, le sang qui coulait des trous occasionnés par des balles, procédaient d'un montage digne des films nigérians. Vous avez oublié Célestin Djamane. Célestin Djamane, voilà. Pour ne pas le citer. Et ce Camerounais sur qui on a tiré, à qui un policier intime l'ordre de marcher. Quelle cruauté. Il faut qu'à un moment, nous nous arrêtions pour dire, c'en est trop. Vous avez constaté comment la mort d'un Américain, malgré le fait qu'il est noir, oui, a ébranlé toute l'Amérique composée de 54 États, si je ne me trompe pas. Ça a même dépassé et je peux dire, je peux me tromper, je peux dire, cette contestation gagne tout le monde, et je peux dire que sur ce plan-là, Trump, pour ne s'être pas indigné suffisamment, aura perdu le prochain mandat. Lorsque moi je parle ici, je n'ai pas le sang du MLC dans les veines. Monsieur Edouard Fauchivier, vous n'avez pas le sang du RDPC dans les veines. Vous n'avez pas le sang vous n'avez pas le sang du journal dans les veines. Vous avez un sang humain. L'être humain est sacré. Lorsque l'État sacrifie des gens, il ment. Voilà. Merci. Il devient à la fin un État voyou. Si vous le permettez, je voudrais insister sur un aspect. Oui, cette police que nous aimons tant, sa mission première, c'est de protéger les personnes et les biens. Vous n'êtes pas sans ignorer que lorsque un criminel est poursuivi par la clameur publique et qu'il est soumis à la vindicte populaire, sa première prière vers Dieu, c'est de tout faire en sorte qu'il se retrouve entre les mains de la police. D'où vient-il donc qu'une personne qui est partie de son domicile a dit à son enfant, à son épouse, à ses frères, je suis convoqué à tel endroit, et qui par la suite appelle son avocat, soit mort, non pas là où on l'a arrêté, mais à Yaoundé. À Yaoundé, je voudrais insister, ça me passionne. Parce que je me rends compte que Yaoundé serait un État à part en dehors de l'État du Cameroun. Nous avons 10 régions au Cameroun. Toutes les 10 régions du Cameroun ont un tribunal militaire. Qu'est-ce qui fait en sorte, il faut le décrier, chers compatriotes, qu'est-ce qui fait en sorte que toute personne qui est arrêtée partout dans l'étendue du Cameroun soit déportée à Yaoundé? Yaoundé a quoi de particulier que toutes les autres zones, toutes les autres régions du pays? Les manifestants, les marcheurs pacifiques, dans le cadre contentieux électoral qui avait été arrêté à l'ouest, avaient été déportés à Yaoundé. Nous savons tous l'humiliation que son excellence le brigadier professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, a subi. Il a été déporté avec les organes et consorts, Penda et Koka. Ils ont été déportés au tribunal militaire de Yaoundé. Mais finalement, le Cameroun se serait réduit
à Yaoundé. On me parle d'indignation sélective. L'État est le premier responsable. Ma protection, la vôtre, et celle de tout individu, tout citoyen camerounais dépend de l'État. Nous vont encore tolérer que des personnes inconscientes ou ignorantes posent certains actes qu'on condamne par ailleurs. Mais l'État qui est épris des textes de loi, c'est une personne qui est prise, celui-là qui est mort, il bénéficie de la présomption d'innocence. Okay. Il n'a même pas eu le droit de donner sa version de fait, qu'il est déjà mort et c'est après 9 mois qu'on s'en rend compte. Voilà, merci. Combien faudra-t-il de George Floyd au Cameroun pour qu'on arrête, pour que ça cesse? Non, le communiqué dit clairement qu'il ne faut pas faire de parallèle. Il dit qu'ils vont jusqu'à établir un prétendu parallèle avec les convulsions socio-sécuritaires actuelles dans certains pays outre-Atlantique. Effectivement, ça procède de la banalisation de l'être humain. Non, il ne faut pas... On ne demande de ne pas faire de parallèle. Je vous ai cité, pour le cas du Cameroun, pour le cas du Cameroun, je viens de citer plus d'un exemple. Je voulais parler du cas des supposés, des femmes qui avaient été tuées, je crois, à l'extrême nord. Je vous ai parlé des cas où on a tiré sur des manifestants pacifiques aux mains nues. Vous connaissez le cas de Gabou. Vous connaissez, c'est le dernier cas en date, c'est le cas de votre confrère. Pourquoi voudrait-on parler d'amalgame? Il n'est point question d'amalgame. Un seul cas aux États-Unis a ébranlé 54 États. Il faut que les Camerounais le savent. Lorsque nous critiquons nos gouvernants, jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux qui incarnent les institutions de la République. Enfin. Fut-elle illégitime? Elles sont illégitimes. C'est de fait qu'ils nous gouvernent et pas la violence politique. Vous l'avez dit. Mais nous savons que ce sont eux qui sont... L'État n'est jamais vacant. Les élections ne sont jamais vides. Merci, Maître Kenyé. Merci. On va donc prendre tout de suite Franck Essi. Bonsoir Franck, vous êtes le secrétaire général du CPP, Cameroun's People's Party. Bienvenue une fois de plus à Equidansoir. Franck Essi, bonsoir. Bonsoir Serge Abdou, bonsoir à ton panel et bien sûr à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Permettez-moi aussi de souhaiter adresser mes condoléances à la famille biologique, mais surtout à la famille professionnelle que vous êtes et qui est proprement endeuillée à travers ce drame. Voilà, Franck Essi, pour vous, la sortie du ministère de la Défense vous suscite un certain nombre de questions, beaucoup d'interrogations après ce communiqué de vendredi. Oui, avant d'arriver aux interrogations, elle m'a d'abord choqué. Elle m'a choqué parce qu'il y a des mensonges évidents. C'était ont été rappelés par Maître Kenyé. Des mensonges sur la date de son arrestation, sur les circonstances de son arrestation, sur le fait que tout au long de sa détention, ils étaient en relation avec sa famille et surtout sur le fait que si le corps est encore détenu par l'armée, c'est parce que sa famille n'a pas daigné venir le récupérer. C'est d'autant plus choquant que jusqu'en mai dernier, il me semble, quand on écoute ses avocats, ils étaient encore en justice. Ça faisait 14 audiences où ils cherchaient à obtenir sa libération. Ça faisait des audiences où ils cherchaient à le voir, environ 300 jours. Et comme vos journaux l'ont montré, comme les témoignages de la famille l'ont établi, ce communiqué est un gros mensonge, c'est un scandale d'État. Et c'est d'autant plus incompréhensible que Gabou, c'était le 14 février. Les scandales qui ont mis à jour les tentatives de notre gouvernement de ne pas révéler la réalité sur certains drames qui se passent sur le terrain, on croyait qu'à la suite de ça, ça allait amener un peu de sagesse. Mais malheureusement, le même porte-parole de notre ministère de la Défense se risque encore à un exercice véritablement périlleux, parce qu'on ne sait pas comment il va s'en sortir cette fois-ci. Donc pour moi, c'est d'abord très choquant. Et en termes d'interrogation, s'ils nous disent que la famille était au courant, comment explique-t-il que ses collègues, les journalistes, parmi lesquels des journalistes d'Equinox, ses avocats et sa famille, quand ils venaient chaque fois pour chercher à le voir, on ne leur a pas dit que le corps de votre fils est à tel endroit parce que malheureusement il est mort. Qu'est-ce qui explique que
dans les audiences, il continuait à se battre avec des représentants du ministère public sans que ce même ministère public n'informe que la personne dont on parle serait déjà morte. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est d'autant plus grave que, avec l'audience qui a été accordée au porte-parole, je voulais dire l'ambassadeur de France au Cameroun, le porte-parole de la présidence, il y a une annonce qui a été faite de l'ouverture d'une enquête qui contredit littéralement et gravement le communiqué du ministère de la Défense, qui par ailleurs est un ministère délégué à la présidence, parce que le vrai ministre de la Défense, peut-être ceux qui nous écoutent ne le savent pas, c'est le président de la République. Donc, M. Guilou, l'ambassadeur français, nous dit, le journaliste, votre collègue, s'adressant aux journalistes de la CIA-TV, alors que le ministère de la Défense dit que ce n'était pas un journaliste, votre collègue est mort dans des circonstances tragiques. Le président de la République, donc ministre de la Défense, va instruire une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement tragique, alors que son même ministère, à travers son porte-parole, nous dit qu'il serait mort de maladie, il serait mort depuis le 17 août, et que c'est la famille qui aurait abandonné le corps. Donc on voit bien que nous sommes dans une situation de scandale d'État. Et si on était dans un pays normal, après même le scandale de Gabou, il y aurait déjà eu des démissions, il y aurait déjà eu des limogeages, il y aurait déjà eu des annonces au moins de réformes, parce qu'on ne peut pas bâtir la paix, on ne peut pas bâtir l'harmonie sur le mensonge, sur les violations de droits et sur l'injustice tout court. Et c'est ça que ça m'inspire, et j'ai envie de dire c'est dégoûtant. Okay. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens gagnent à avoir ce type de mensonge grossier. Voilà, merci Franck. Edouard Fauchivet, une enquête, le président a instruit une enquête. Ça veut dire que le communiqué ne lui a pas donné satisfaction? Je voudrais d'abord dire à Maître en face de moi de ne pas être très passionné. Vous avez annoncé au début que nous sommes là pour essayer d'informer le peuple. Et à travers ces questionnements, ne donnez pas de solutions parce que vous et moi, nous sommes très mal placés. C'est vrai que vous êtes dans votre métier d'avocat. Vous pouvez faire des extrapolations, mais je voudrais que nous attendons, si effectivement enquête sera, d'attendre les résultats, enfin maintenant de faire des discussions dans le fond. Parce que vous dites que si enquête sera, dont l'ambassadeur a menti? Mais qu'est-ce que vous voulez? L'ambassadeur n'est pas le porte-parole du gouvernement. Non, il a parlé, il dit que le président a promis qu'il Est-ce que vous avez suivi du président ou bien du gouvernement que l'enquête est engagée? C'est pour ça que je dis... vous mettez en doute la parole de l'ambassadeur. S'il y a enquête, nous allons suivre effectivement que le président a demandé d'enquête. Pourquoi voulez-vous prendre des questionnements ou bien ce que l'ambassadeur a dit comme si c'était déjà les faits? On attend. Nous sommes en train, je pense qu'aujourd'hui, nous voulons amener les uns et les autres à comprendre qu'il y a eu un mort et un mort de trop. Je suis venu pour ça. Oui. La contribution que je peux apporter est que le Cameroun, aujourd'hui, depuis pratiquement 3 ans, est au carrefour, n'est-ce pas, des attaques. Dans le Grand Nord, le Boko Haram et le Nozo à travers les terroristes. Et qu'il est difficile. L'Est même n'est pas en paix. Hein. Pardon? L'Est aussi, c'est pas en paix. Comme vous venez de le dire. Et qu'à travers donc ces luttes contre le terrorisme, il est difficile de faire le tri. Il est difficile de faire le tri pour savoir qui est individu normal comme vous et moi, qui est activiste, qui est journaliste, qui est etc. Et parce que tout est confondu. Et c'est pour ça que aujourd'hui, à travers les différents, par rapport aux différents terroristes qui sont engagés, parce que rien ne vous dit que là où je suis là, je suis cette nuit un terroriste. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le tri à travers ceux qui vaquent à leurs occupations et ceux qui sont engagés au front. Et c'est pour ça que quand on a dit qu'il est difficile aujourd'hui, à travers ces multiples attaques, on comprend effectivement qu'il peut arriver qu'une probabilité d'erreur
Et c'est pour ça que je ne suis pas comme les deux autres. Une probabilité d'erreur peut survenir. Et à travers peut-être un jugement ou bien une mauvaise appréciation. Et le corollaire, la conséquence de cette mauvaise appréciation, c'est que ça peut entraîner de l'autre côté des condamnations inutiles et voire peut-être des morts. Quand nous avons dit ça, nous attendons donc, au lieu de faire comme Maître Kenyé, d'entrer dans le choc pour faire comprendre, il faut donner la réalité des faits que le Cameroun vit aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être un pays souverain, on se voit être attaqué. Donc, et vous voyez que j'ai commencé par dire que Samuel Ouazizi est bien mort, et j'ai donné à travers ceci les condoléances, parce que c'est un Camerounais qui est mort. Mais pour dire quoi? Pour dire que faire ce tri aujourd'hui est difficile. Et ceci encadré par la loi 2014-02, donc de mettre mieux placé, portant répression sur les actes terroristes. Et il le sait à travers que cette loi est forte, tellement forte qu'il suffit que je dise que Maître Kenyé est un terroriste pour qu'il se voit aujourd'hui être embastillé. Mais c'est une loi, même si elle est insuffisante, c'est une loi. Donc, je pense que quand j'ai mis ce cadre, vous comprenez parfaitement pourquoi aujourd'hui, à la réponse de ce que Maître a dit, quand vous suivez que c'est un logisticien, si c'est vrai, donc des terroristes, mais Yaoundé est complètement en mouvement. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les terroristes qui nous attaquent. Nous n'attaquons pas les autres. C'est pour ça que vous dites bien logisticien, ça veut dire qu'il a quand même... Oui, bon, restons dans l'esprit du communiqué, ça veut dire qu'il a le know-how, et voilà, il faut exploiter ce know-how. Voilà, maintenant qu'il n'est plus là... Je n'entre pas dans les commentaires, je vous ai dit, je ne suis pas là pour entrer dans les commentaires de ce que l'auteur de ce communiqué, et je reviens encore sur ce que je vous ai dit, si demain on prescrit une enquête, cette enquête va déterminer les responsabilités des uns et des autres, et ceux qui seront responsables vont rendre gorge. Ok. Voilà, Léopold Daci, une enquête, on l'a dit, l'ambassadeur de France, au sortir de l'audience accordée, à lui accordée par le président de la République, a dit a rapporté en fait l'essentiel de leur entretien. Il a parlé d'une enquête. Est-ce qu'une enquête, au regard de ce qui est dit dans le communiqué, ça veut dire que le président n'est pas satisfait de ce qui est dit dans le communiqué? Il faut aller plus loin? Ça, c'est une question intéressante et qui embarrasse beaucoup de gens. En commençant par nous, tous les journalistes, vous comprenez. Oui, le Paul va nous revenir. Je vous pose la même question, Fabien Kenyé. Une enquête, alors qu'il y a un communiqué qui est sorti avant. Ça, je suis parfois gêné face aux déclarations de certains sur votre plateau. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes avec le gouvernement qui fait face, qui vit pleinement la démocratie avancée, après être passé par la démocratie apaisée. Lorsqu'on parle d'enquête, je voudrais encore revenir au cas de Georges Floyd aux États-Unis. Ça nous renseigne sur beaucoup de choses. À l'heure où nous parlons, les enquêtes ont été déjà ouvertes. Il a été imposé, c'est-à-dire le procureur chargé des enquêtes a été contraint de changer la qualification des infractions. Cependant que toute la classe politique est mise en branle. Nous n'attendons donc pas une éventuelle enquête ou quoi que ce soit pour savoir ce qui s'est passé. Oui. Pour l'instant, votre confrère est décédé entre les mains des gouvernants camerounais. Je voudrais dire entre les mains des gens chargés de la défense. Peu importe, je vous ai tout à l'heure parlé, je vous ai indiqué que même en matière de guerre, il y a des règles. Que ce monsieur soit le plus grand criminel du monde, il n'appartient pas aux militaires qui sont sur le terrain de se charger d'une décision qui sera exécutée. C'est-à-dire qu'ils sont juges, ils jugent, ils rendent la sentence, ils exécutent. Ça ne se fait qu'en démocratie avancée.
Et ils sont substitués carrément aux institutions judiciaires. Cela est intolérable dans un état de droit. Le gouvernement camerounais aujourd'hui emporte la responsabilité morale. Les enquêtes dont vous parlez, pour ce que vous ne savez pas, révéleront les exécutants. Et sur ce point, il faudrait que ces exécutants savent qu'aucun ordre ne peut exonérer un individu de sa responsabilité personnelle. Pourquoi vous voulez donner le résultat des enquêtes? La responsabilité pénale étant personnelle. Nous avons les faits. On n'attend pas les résultats des enquêtes aux États-Unis pour savoir qu'il y a eu un crime racial et que c'est un crime de trop. Je suis fier de voir que vous ramenez le Cameroun au niveau des États-Unis. Et que c'est un crime de trop. Moi, je voudrais, lorsque nous parlons là, notre quête au niveau du MRC, comme vous dites que vous êtes fiers, c'est que nous parvenions à dépolluer, à désombifier, à libérer le Cameroun pour qu'on puisse comprendre qu'une simple goutte de sang humain, toute l'eau d'océan, ne peut pas laver. Mais que ce qui importe pour toute institution ou pour toute personne, fût-elle illégitime même. Nous avons un paradoxe au Cameroun. Quand bien quelqu'un est illégitime, il ne cherche pas à conquérir légitimité. Il s'arrête à être davantage illégitime. Il se met à dos sur le peuple. Je vous ai dit tout à l'heure de dépassionner les débats. Je ne passionne pas. Je suis un avocat, lorsque je plaide une cause, il faut dire que je la partage. Et je vous comprends pas. C'est une cause que je plaide en tant qu'avocat. Je vous ai dit quelle souffrance vivait présentement mon cher confrère, dont le client n'a pas pu l'assister. Il se rend compte, impuissant, que son client, pour lequel la loi lui donne le droit, que le client lui a confié en vertu des textes de loi, est décédé 9 mois après. Je comprends la mission qui est vôtre dans le cadre de votre parti. Nous faisons œuvre pédagogique. Au-delà de la pédagogie. Nous parlons des faits. Décidément. Merci. Moi, je ne fais pas dans la péroration. Merci. Si vous pouvez me laisser parler. Merci, maître. C'est pour ça que on a été. Oui, rapidement. Je dis que vous avez, dans le cadre de votre parti, vous le dites, vous voulez donner un souffle nouveau. Mais ce souffle nouveau ne se fera pas sur les plateaux et les radios. Ça sera dans les organes aujourd'hui étatiques. L'Assemblée, le Sénat, au niveau, par exemple, de communes. Je vous invite donc à comprendre que vous êtes effectivement des gens qui prêchent dans le désert. Ce sont ces institutions qui tuent. Jusqu'à présent, est-ce que le MRC est comptable d'une seule goutte de sang d'un citoyen camerounais? Merci. Cependant, vous avez cité une floraison de cas. Merci, maître. Merci, maître. On a été coupé tout à l'heure. Léopold Daci, vous avez la parole sur cette enquête à la suite du communiqué. Pourquoi le président prescrit une enquête? Je suis un peu embarrassé, Alain, tu permets de dire comme ça, oui, de suivre qu'au moment où les journalistes sont en train de faire le deuil de celui qui est considéré comme journaliste, les politiques sont en train de se triper. Ça ne devrait pas avoir lieu. Je pense qu'il faut tirer les leçons une fois pour toutes, qu'il ne faudrait pas que de telles choses se reproduisent dans d'autres pays. Ça doit être clair. Et chacun devrait à son niveau faire son mea culpa s'il est lieu qu'il a la main plongée à quelque niveau que ce soit dans cette affaire assez macabre. Lorsque le président de la République dit à l'ambassadeur français et qu'il vienne nous le répéter au perron du palais de l'Unité, qu'il enquête, qu'il a prescrit une enquête pour que l'affaire soit clarifiée, il y a 2 ou 3 questions qui se posent. On ne va pas l'ignorer. Je ne peux pas croire ici que le président que le MINDEF peut, par lui seul, par son propre chef, décider de sortir un communiqué comme cela sans que la présidente de la République soit au courant, soit informée. Ça veut dire que le ministère de la Défense est rattaché à la présidente de la République. Donc ça veut dire que si le MIDEF communique, il communique avec l'aval de la présidente de la République. Bon, maintenant que le diplomate français vienne au perron dire que le chef de l'État a instruit des enquêtes supplémentaires, une enquête supplémentaire, cela peut poser un problème sérieux à ce niveau-là, parce que on se dit que le MINDEF a dit des choses que le président de la République était certainement déjà informé avant de cette rencontre ou cette audience accordée aux diplomates français. Voilà un problème qui fait mal. On se demande qu'est-ce qui se passe. La deuxième problématique, Serge Alain, c'est que vous avez suivi comme moi que le MINDEF a clairement dit qu'il était en contact avec la famille du découvert, celui qui était du défunt. Et lorsqu'on a entendu maintenant sur les antennes de RFI, en l'occurrence, les avocats sortis de l'autre son, cela ne rassure personne. Ce qu'on veut, ce n'est pas aujourd'hui
indexer que tel ou tel autre a raison ou tort dans l'affaire. Ce qu'on veut, c'est qu'il faudrait qu'on donne la possibilité dans ce pays aux journalistes d'exercer sa fonction dans la liberté et dans un milieu assaini. Par contre, on ne peut pas accepter ou tolérer que, au milieu ou au couvert du titre de journaliste, qu'on devienne ici ou ailleurs partisan des terroristes ou je ne sais quoi autre. Donc il faudrait que le milieu lui-même s'assainisse et que chacun vaque à son occupation de journaliste dans toute la liberté, dans toute la protection qui est afférent par rapport à l'activité que nous menons au quotidien. Donc pour moi, dans cette histoire, Serge, je permets de faire une petite digression si vous le permettez, si tu me le permets. Ce que nous constatons, et là nous l'avons écrit dans le messager d'aujourd'hui, c'est que nous constatons qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a comme, disons-le clairement, parce que si dans un pays, l'armée, qui est la force, qui est la puissance publique, est dénaturée, est spoliée et insultée, ça veut dire que nous sommes dans une sorte de déchéance. J'en veux pour preuve que depuis un certain temps, vous suivez dans les médias, en fait, dans les réseaux sociaux, sur la place publique et réseautique, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il y a une sorte de déchéance, de salissure, de vomissure ou bien de régression qui est versée sur la face de nos forces de défense. Je ne suis pas communicant ou communicateur du ministère de la Défense. On a dit tantôt qu'ils avaient volé les chèvres dans le département de Médoubou. On s'interroge. Vous avez vu sur les réseaux sociaux un supérieur, ça veut dire un officier, qui se battait avec son subalterne pour problème d'argent à régler. On le partage sur la place publique. Vous avez suivi au Togo il n'y a pas longtemps comment il y a eu un braquage qui a mal tourné et la télévision togolaise répandait sur le monde entier que voilà la réalité des forces de défense de la sécurité camerounaise. Je dis, Serge Alain, il faudrait que nous regardions ces choses en nous posant la question. Finalement, est-ce qu'il y a une main derrière qui est en train de verser? Je ne défends pas l'armée, ça je le dis clairement. Il faudrait que la responsabilité des uns et des autres soit rétablie dans cette histoire-là. Est-ce qu'il y a en amont une main qui est établie pour salir cette défense-là? C'est question, boule de neige. Pour revenir maintenant au communiqué, si vous le permettez, Serge, vous vous rendez compte que le ministère, la Défense, DIFCOM en principe, avec le colonel Cyril, a demandé de manière chronologique les faits. Ça veut dire que du 7 jusqu'au 17 août, la mort de Ouazizi est constatée. On peut déplorer cette longue distance-là. Ça veut dire du 7 jusqu'au 17, on peut se demander, mais de quelle manière? C'est long. De quoi est-ce qu'on traitait pendant tout ce long temps là pour qu'il en arrive à décéder malheureusement et on le déplore ici à Yaoundé? Et je l'ai dit longtemps avant qu'on ne coupe qu'il y a également ce fait que sa famille est en train de tenir un discours qui est en déphasage avec ce que disent les autorités. Il faudrait qu'on en revienne sur cette affaire-là pour tirer au clair qui dit vrai, qui ment, pour que tout le monde travaille de manière rassemblerée demain ou aujourd'hui. Voilà la problématique qui se pose aujourd'hui, Serge Alain. Et vraiment, on déplore cette mort-là. Un corps qui dure pendant 10 mois dans la morgue dans notre pays, on se pose des questions. Et un autre point qui m'intéresse, je n'ai pas assez de temps de parole, c'est que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on s'est posé la question d'où venait d'un coup de main comme ça, comme sorti d'un coup de chapeau de magicien, on se retrouve maintenant à portée de parler de quelqu'un qui est décédé il y a de cela 10 mois. Qu'est-ce que cela cache? En arrière-plan, qu'est-ce qu'il y a? Et une autre préoccupation, qui est derrière l'affaire? C'est autant d'interrogations qu'on doit se poser pour que nous ne nous laissions pas entraîner ou embarquer dans des situations qui nous avancent en rien. Je veux dire avancer pas en termes seulement de journalistes, mais de la nation pris globalement, qu'on ne s'emballe pas. Ce que je voudrais dire ici, Serge, et là il faut qu'on soit clair dessus, faisons un effort pour que, lorsque nous critiquons nos forces de défense, qu'on le leur dise clairement aussi que cette force-là représente pour la nation camerounaise le pilier, en dépit de différents fronts sur lesquels nous sommes attaqués aujourd'hui. Si maintenant la défense en interne pour eux, pour cette force-là revient à se justifier au quotidien, on l'appelle la grande muette, c'est une force de fragilisation, c'est un dynamisme de fragilisation. Bon, j'ai eu la faiblesse d'avoir fait quelques études là-dessus, donc pour moi je reviens à dire que sur cette question-là, il faudrait qu'on attende sereinement l'ambassadeur,
contrairement à ce que disait un panéliste sur le plateau, je dis clairement, l'ambassadeur français n'a pas inventé des termes. S'il a inventé, c'est à son corps défendant. Nous tenons aujourd'hui, au niveau du messager, que le président de la République va instruire, comme il a fait à Garbou, une enquête et qui certainement on attend que les vérités vont sortir de là. Serge, voilà ce que je peux dire en quelques mots ramassés sur la question que vous me posez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question précisément. Voilà, merci Léopold Daci. Justement, vous, Edouard Fauchivet, comment comprendre donc que pour Samuel Ouazizi, comme dit le communiqué, décédé en mars 2019, le 17 août 2019, pourquoi n'est que maintenant, 9 mois après, que c'est rendu public? Monsieur Otto, je voudrais partager ce que M. Daci vient de dire. Oui, vous voyez Daci. Je suis tout de suite avec Léopold, puisque c'est la problématique du tri. Et je crois que nous sommes en phase. Oui. Et de tout ce qu'il vient de dire, il est dans les dossiers des problématiques. Contrairement à ce que Ben Keye va jusqu'à trouver des solutions. Et il finit maintenant par dire, si normalement l'enquête va se mettre en route, parce qu'il n'y a pas encore l'ambassadeur de France n'est pas porte-parole du gouvernement et n'a pas décrété qu'il y ait enquête. Donc tout ce que nous faisons ici autour de la table, c'est pour préparer les conclusions de ces enquêtes. Et enfin, lorsque ces conclusions seront sur la table, nous pouvons discuter dans le fond pour dire qui a parfaitement raison. Quand, par exemple, le communiqué dit que la famille était au courant et que la famille dit je n'étais pas au courant. La question qu'on posera donc à l'auteur sera que vous avez saisi qui au niveau de la famille. Voilà une démarche scientifique qui permet d'arriver au-dessus. Je crois que aujourd'hui, à travers ce que vous avez posé comme question, il faut que plus que jamais, et il a dit, qu'on comprenne aujourd'hui que déstabiliser notre armée aujourd'hui fragilise aujourd'hui la défense nationale. Et c'est pour ça que lorsque les uns et les autres, on voit par exemple, il y a toujours des brigadeurs partout. Hein, qui déstabilise l'armée, c'est pas notre rôle sur ce plateau. Il a parlé de mains invisibles. Voilà, de mains invisibles peut-être, c'est pas l'objet de ce plateau, cette émission. Et donner tout de suite la responsabilité sans qu'il y ait enquête à l'armée, à travers votre question, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi seulement aujourd'hui, donc on parle de trucs, ils vont nous dire, ils doivent nous dire, parce que moi qui vous parle, ce n'est pas normal que un Camerounais décède, le corps est à la morgue, peut-être à la morgue, parce que je ne sais pas si le corps est à la morgue. Moi, je suis pas non, selon les dires, on a comme on peut dire. Hein. Si le corps est à la morgue, c'est à eux de nous dire. Ils ont saisi qui au niveau de la famille. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons rester que autour des questionnements. Voilà, justement. Voilà, Franck Essi, il y a vous posez également la question, hein, la famille, pourquoi la famille n'a pas récupéré le corps jusque-là? Pourtant, selon l'armée, la famille était informée, Franck Essi. Ils vont nous dire qu'ils ont saisi. Voilà, on va revenir à Franck Essi. Voilà, cette question, je vous la pose, vous aussi, Fabien Kenyé. Si la famille était informée, pourquoi elle n'a jusqu'ici... C'est Jalin. Oui, Franck Essi est revenu. Franck Essi, sur cette question, la famille est informée selon le communiqué du décès de Samuel Ouazizi depuis le 17 août 2019. Pourquoi, à votre avis, elle n'a pas récupéré le corps de Samuel Ouazizi? Simplement parce que Serge Alain, c'est un mensonge, ce que le ministère de la Défense dit à travers son porte-parole. Et je suis même surpris qu'on soit encore en train de faire du ping-pong là, parce que les incohérences, les contre-vérités sont manifestes dans la déclaration du porte-parole. Et je pense que pour un porte-parole qui n'est pas à son premier coup, rappelez-vous cette vidéo ridicule qu'il avait faite à l'occasion de Garbou, pour justement menacer tous ceux qui soupçonnaient que dans ce qui s'était passé, il y avait eu des bavures. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Donc moi, je pense que dans un pays normal, on n'en serait même pas se dire, attendons le rapport d'enquête. Comment le communiqué du ministère de la Défense peut sortir et après on nous dit on va attendre une enquête? Ça n'a aucun sens. Mais comment il fonctionne là-bas?
S'il n'avait rien à dire, il pouvait faire un communiqué pour dire, écoutez, on ouvre une enquête et on se donne 8 jours ou 10 jours pour apporter tous les éclaircissements à l'opinion publique et à la famille. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on renverse l'échelle des valeurs. C'est inacceptable. C'est proprement un mensonge. Vous avez vu encore dans vos propres journaux, vos propres reporters, tous les membres de la famille qui vous disent qu'ils n'ont pas été contactés. On vous dit que depuis cette période-là, jusqu'à mai encore, ils sont au tribunal tous les mois. L'avocat de M. Ouazizi, il a été interviewé à Radio Equinox le lendemain de la révélation par vous faites de ce décès. Il disait que même à cette heure-là, il ne savait pas. Il ne savait pas s'il est vivant ou pas. Il a l'information d'Equinox, il a appris comme le grand public, alors que tous les jours, il est avec les autorités militaires, les autorités administratives, il est en train de chercher à le voir. 300 jours sans le voir. Donc je pense que c'est suffisamment grave. Dans un pays où la justice serait même indépendante, un procureur se serait saisi pour dire j'ouvre une enquête pour savoir ce qui se passe là, entre le ministère de la Défense, entre le gouverneur du Sud, entre la police au niveau de Bouya et les militaires au niveau de Bouya. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je pense qu'on ne doit pas rester à attendre. Moi, j'ai entendu les gens dire attendons l'enquête. Entendre une enquête dans un tel contexte, avec les premiers éléments incohérents et grossiers par rapport à la réalité que nous savons tous, c'est comme si vous attendiez l'arrivée d'un bateau dans un aéroport. Moi, je pense que c'est absurde. Je pense plutôt que, aussi bien la famille, aussi bien que les avocats, mais surtout la profession des journalistes doit se mobiliser. Monsieur Otto, ça peut vous arriver, vous. Et moi, je ne vais pas rester chez moi, vous connaissant, je vais dire, connaissant vos enfants, vos familles, je vais dire, j'attends. Je vais me mobiliser parce que ça peut nous arriver. Un vrai militaire même ne peut pas cautionner ça. Les militaires ne sont pas engagés pour faire ça. Les policiers ne sont pas engagés pour faire ça. On sait que dans toutes les armées, dans toutes les polices du monde, ça peut arriver. L'exemple qui est cité aux États-Unis montre que des bavures, des brebis galeuses, ça arrive. Et quelle armée a intérêt à ne pas faire la vérité? Donc moi, je pense qu'on ne peut pas attendre. Il faut absolument mettre la pression pour exiger la justice. Et quand on parle de justice, c'est premièrement que les responsabilités soient établies. Deuxièmement, il faut qu'on sache exactement de quoi il est mort. Donc si le corps est encore disponible, qu'on mette le corps à disposition et qu'on fasse une autopsie indépendante pour déterminer les causes probables de sa mort. Parce que pour quelqu'un qui a menti à plusieurs reprises, je parle du porte-parole du ministère de la Défense, moi je ne peux pas le croire la troisième fois. Si je le crois, c'est à mes dépens. Donc soyons un peu, si vous voulez, sur des choses un peu logiques, un peu rationnelles. Ce n'est pas une récupération. Le plus urgent aujourd'hui, parce que Samuel Ouazizi, c'est un cas. Il y a d'autres cas dans cette situation et nous devons faire en sorte. Merci à vous. Il faut rappeler que ce n'est pas le corps de l'armée qui est. On ne va pas jeter l'anathème sur l'armée. Il peut arriver des bavures, comme dans tous les corps. Respect pour l'armée camerounaise. Bonsoir Cédric, bienvenue une fois de plus. Nous sommes lundi. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, une grande enquête exclusive sur l'affaire Ouazizi. Vous le savez, le ministère de la Défense l'a présenté comme un logisticien des terroristes. Qu'en est-il réellement? Son profil psychologique, ses activités au moment où il était vivant, les témoignages édifiants de sa famille et des révélations troublantes de ses proches, vous les écouterez en exclusivité dans le journal de 20h. Nous parlerons également du sempiternel problème des incongruités et incohérences qui entachent le recrutement des instituteurs à la fonction publique. Le gouvernement avait annoncé le recrutement de 3000 instituteurs. D'autres qui ont été lésés manifestent depuis ce matin à Yaoundé. Ils s'insurgent contre leur exclusion, estimant qu'il y a eu une discrimination à l'égard de certains de leurs collègues plus jeunes. Pourtant, le gouvernement avait promis d'accorder une part belle à ceux qui ont atteint la date limite d'âge, à savoir 40 ans. Vous écouterez ces instituteurs exprimer leur frustration dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de la maladie à coronavirus qui progresse sur le continent africain. Au Cameroun, le gouvernement reconnaît qu'il y a un manque en matière d'expertise auprès du personnel soignant. Des formations sont annoncées et ont commencé à être implémentées à Yaoundé. Pendant ce temps, la population critique l'attitude du gouvernement et son plan de riposte qui est loin de satisfaire
jusqu'ici les populations victimes de coronavirus. Et ce soir, vous suivrez également les réactions de la classe politique sur ces scénarios de gré à gré qui suscitent le débat dans les milieux politiques. Qu'en est-il réellement? Qu'en pense le parti au pouvoir et les principaux opposants et la société civile? Vous les écouterez ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Si vous nous rejoignez à l'instant, madame, monsieur, c'est Equinox Soir, émission d'utilité publique. En plateau, il est là, maître Fabien Keigné, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En face de lui, Edouard Fauchivet, communicant pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Edouard Fauchivet, vous comprenez ce débat qui a cours depuis quelques jours sur cette notion de gré à gré en politique. Le Cameroun, on parle de succession de gré à gré, on parle d'une éventuelle révision de la Constitution avec l'institution du poste de vice-président qui sera nommé par le président et la suite, vous la connaissez. Oui, vous comprenez ce débat? Je comprends. Et je vais rester dans le cadre constitutionnel. Oui. Les projets de loi qui arrivent au niveau du Parlement proviennent soit du Parlement même, soit du gouvernement. Oui. Et c'est là la force de la démocratie. Autrement dit, de la force de la majorité. Quand je dis ça, c'est que si vous n'êtes pas dans le principe de la démocratie, si vous n'avez pas la majorité, vous ne pouvez pas, que ce soit dans notre cadre, vous ne pouvez pas participer, n'est-ce pas, à ce jeu démocratique. La Constitution prévoit effectivement que le président de la République peut modifier, donner un projet de modification de la Constitution, à déposer sur la table des présidents, et puis discussion peut avoir lieu. Mais en ce qui concerne le gré à gré, je crois qu'il faut lever cet équivoque. Quand les uns et les autres parlent de gré à gré, je crois qu'ils renvoient l'image en 82. Non, le Cameroun a évolué. Et je crois que nous sommes un pays souverain démocratique qui puisse encore avoir ce genre de passation. Et bien entendu que cette même constitution prévoit, n'est-ce pas, le cadre de succession. Et c'est pour ça que je ne vois pas, sauf si c'est certains qui sont hors du cadre, n'est-ce pas, du pouvoir, de l'Assemblée, du Parlement, qui peuvent s'inquiéter. Mais que ça soit l'UDC à l'époque et le SDF, je crois qu'ils avaient déjà pensé à cette problématique de vice-président pour encadrer, pour éviter qu'il y ait... Parce que si vous avez un mandat de 5 ans ou de 7 ans et que le président décède peut-être en moins de 2 ans, et il est tout à fait indiqué qu'il y ait cette continuité et que les autres se préparent toujours pour l'élection. Ça veut dire que, quel que soit aujourd'hui le cadre qu'on donnera, le choix de celui qui va diriger le pays passera toujours par une élection. Ok. Voilà, on va donc permettre à maître Fabien Keigné, qui est du MRC, c'est le professeur Maurice Kamto qui a mis ça sur la table. Quels sont les éléments qu'il a en sa possession pour dire qu'il y a une succession de gré à gré qui se prépare. Maître Fabien Keigné. Ça, si vous le permettez, son excellent, le brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu, aurait été le seul à le dire qu'on nous ferait un procès d'intention comme on en avait l'habitude. Vous avez certainement suivi le porte-parole du SDF qui le dit.
qu'ils ont des informations, que le SDA a des informations fiables par rapport à cette succession de gré à gré qui se prépare. Vous avez aussi suivi de la bouche du bâtonnier Yondo Black, qui n'est pas n'importe qui dans la sphère politique camerounaise. Je voudrais ajouter, Serge Alain, que tout cela procède de la déchéance de nos institutions. Parce que nous avons aujourd'hui des institutions qui n'existent pratiquement plus. Parce que tous les pouvoirs sont réunis entre les mains d'un seul homme. Donc vous avez fait cette analyse-là. La question ne devrait plus se poser presque du tout. Il n'y aurait même plus aucun doute. C'est du fait de la déchéance de nos institutions que votre confrère a été assassiné. Pour la simple raison que si on l'avait... Je vais même m'expliquer. S'il avait été laissé par exemple les mains de la justice, et que le système judiciaire, le pouvoir judiciaire était un pouvoir indépendant, on n'en serait pas arrivé là. La main droite du chef, ou bien le chef des armées, le commandant en chef de l'armée, je veux dire, ces éléments ne seraient pas venus l'extirper entre ses mains. Vous savez, en 2008, autant que nous nous souvenions, pour modifier la Constitution, on a eu besoin de l'avis de personne. C'est le RDPC qui a procédé unilatéralement au changement de la Constitution pour avoir manifesté. Ça, c'est sur votre contrôle. Vous avez encore cela dans les archives qu'on aura sacrifié près de 200 Camerounais. Surtout que l'auteur, c'était le professeur Camteau. L'auteur de cette modification était le professeur Camteau. Je me réjouis que vous lui apportiez tant d'importance. Ah non, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas... Voyez-vous, monsieur, le professeur Maurice Camteau n'a jamais été président de l'Assemblée nationale. Non, il n'a jamais incarné le pouvoir de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été ministre. S'il vous plaît, il n'a jamais, monsieur, je vous en prie. Je ne vous ai pas interrompu. Je sais pas si du contradictoire. Il n'a jamais été ministre de la Justice. Et vous êtes sans ignorer, peut-être vous ne savez même pas, étant du RDPC, que nos textes de loi, tous les textes de loi qui sont votés à l'Assemblée nationale proviennent du pouvoir exécutif. J'en veux pour preuve l'ancien code général sur les collectivités territoriales décentralisées. C'est le chef de l'État qui a décidé d'unir son Parlement avec sa majorité obèse qui a décidé qu'il en a été. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne trompez personne quand vous le dites. À moins que vous sachiez de quoi cela retourne. N'est-ce pas? J'étais en lui disant que l'Assemblée nationale camerounaise est en fait dominée par le pouvoir exécutif autant que le système judiciaire. Donc la question de gré à gré ne devrait même pas inquiéter qui que ce soit. Cela va de soi. Nous avons un seul homme, le créateur, naturellement même de tous les députés du RDPC, le créateur de tous les ministres, de tous les créateurs, de toutes les créatures. C'est lui qui décide. Donc tout est mis en place même pour que cette succession de gré à gré ait lieu. Et quand son excellent professeur Maurice Camteau, lui le dit, il sait à quoi cela retourne. Nous nous réjouissons que certains acteurs politiques, à l'instant, comme j'ai dit, quand j'ai parlé du porte-parole j'ai dit Maître Tsapi Lavoisier, qui n'est pas aussi n'importe qui. C'est des acteurs majeurs de la politique, de la démocratie au Cameroun, malgré le fait que nous faisons aujourd'hui face à une démocratie constipée du fait du pouvoir du RDPC. Donc quand on parle de discussion de gré à gré, cela peut être acté n'importe quand. Voilà. Et en République, ça ne se fait pas dans une République. Nous avons besoin d'institutions fortes. C'est parce que nous n'avons pas d'institutions fortes aujourd'hui que nous vivons tout ce que nous vivons. La modification constitutionnelle est possible et la Constitution l'a prévu. Okay. Voilà. Léopold Daci, sur ce débat, révision constitutionnelle en vue, poste de vice-président en vue, le professeur Maurice Camteau parle de succession de gré à gré qui serait en préparation. Votre analyse, votre commentaire. Oui, la question de gré à gré se pose lorsqu'aujourd'hui, on se demande si, par mégarde, le président de la République était en situation d'incapacité de poursuivre les lourdes missions qui sont les siennes au sommet de l'État. Qu'est-ce qui adviendrait? La Constitution est claire également dessus et nous dit que, à son article 6, si je ne m'abuse, à l'article 4, que, en cas de vacance du pouvoir, il revient au président du Sénat et subséquemment à celui qui le suit, son vice, de poursuivre, de conduire les décidés, d'organiser des élections dans un délai de 4 mois maximum, vous avez dit 120 jours et 20 jours en moins.
Or, le problème de gré à gré se pose au moment où on se demande si celui qui arrive par mégarde comme président par intérim peut se trouver en train d'aller au-delà. Bien entendu que les lois ont fixé, canalisé sa démarche au sommet de l'État. On se demande s'il peut y avoir des tripatouillages pour qu'un jour, les Camerounais se retrouvent avec quelqu'un qui assume la charge présidentielle sans qu'il lui ait donné leur onction au travers des urnes. Voilà toute la problématique. Ça veut dire que les Camerounais aujourd'hui, et je disais à quelqu'un récemment, et vous le savez vous, autant que moi, que la face de ce pays est en train de changer. Le président de la République, au travers d'une vidéo qui circule, qui est devenue virale sur la toile, je ne sais pas d'où on est parti réveiller cette vidéo-là, dit clairement que les Camerounais ne sont pas prêts à ce qu'on prépare un dauphin pour le pouvoir camerounais. Ça veut dire qu'il le dit clairement dans cette vidéo, je ne sais pas, vous l'avez certainement regardé, Serge Alain, qui dit clairement que les Camerounais, en démocratie, le fait de préparer un dauphin sonne mal. Là, je le cite, là, je dis clairement ce qu'il ressort de cette vidéo présidentielle. Donc aujourd'hui, la question qui est au centre de cette problématique, le concept de gré à gré, revient à se demander aujourd'hui si, dans notre contexte, on peut avoir quelqu'un, par quelques subterfuges, qu'on passe par la modification, par la révision de la loi constitutionnelle, qui pourrait prendre la suite de ce mandat de septennat de grandes opportunités et les conduire jusqu'à terme sans être le président Biya. Ça, c'est la question qui est posée aujourd'hui et qui intéresse les Camerounais. Bon, il se susurre, on suppute tellement de choses en disant que à la rentrée parlementaire dans quelques jours, dans une semaine, il y aurait certainement, je dis bien il y aurait, oui allô, il y aurait sur la table des députés et des sénateurs un projet de loi qui va tendre à modifier la Constitution. Vous l'avez si bien dit, rappelez cela aux téléspectateurs, il y aurait une loi qui va tendre à créer un poste de vice-président de la République qui remplacerait certainement, qui prendrait la place, ou bien qui ravirait la vedette au président du Sénat et autres. Mais voilà la problématique qui se pose aujourd'hui. Le président de la République, dans cette vidéo-là, a tranché en disant qu'il n'y aurait pas de gré à gré au Cameroun. Et nous en prenons acte, en disant que le peuple camerounais a voté le président Biya, il va conduire son mandat jusqu'à terme. Et si, par mégarde, on ne lui souhaite pas cela, il lui arrivait quelque chose, comme cela peut arriver à tout homme dans la vie, nous sommes tous des humains, nous sommes tous des mortels. Si cela lui arrivait par mégarde, on ne lui souhaite pas, il faudrait que les mécanismes constitutionnels soient enclenchés parce que nous sommes tous des républicains, nous sommes gagner celui qui viendrait, prendrait les charges dans les 120 jours et organiser les élections. C'est ce qu'on souhaite dans la continuité démocratique, c'est ce qu'on souhaite. Bon, maintenant, si, par contre, au Parlement où le RDPC est majoritaire et détient toutes les manettes, s'il décide maintenant d'organiser ou de modifier la Constitution pour permettre maintenant non plus au Sénat, mais à un poste du vice-président de prendre les choses en main, là c'est autre chose. Qu'il faudrait que les Camerounais prennent cela en débat dès à présent, qu'ils discutent de cela pour voir si c'est la meilleure forme démocratique ici au Camerounais. Là c'est déjà intéressant. Rassurez-vous, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, si vous me donnez un peu de temps, que déjà les gens mettaient. Ça, je le dis, lorsque les gens ont dit que le président de la République était décédé, j'ai observé autour de nous, autour de notre société politique, dans la classe politique, il n'y a pas eu un seul homme qui a dit que, ben, écoutez, si le président de la République s'en est allé retrouver ses ancêtres, il fallait mettre en branle les mécanismes constitutionnels. Mais personne ne l'a dit. Si vous êtes d'accord, vous l'avez suivi, personne ne l'a dit. Cela a été produit, cela s'est produit, nous avons, l'histoire nous le rappelle, en 2004. Lorsque la même histoire, lorsque les gens ont dit que le président de la République s'en était allé, il y a de cela aujourd'hui près de 20 ans, mais les gens, le SDF, je me souviens, est monté au créneau pour dire que si le président n'est pas là, il est légaliste. C'était le parti de l'opposition dominant à l'époque là, il fallait qu'on mette sur place les mécanismes constitutionnels. Mais cette fois-ci, j'ai regardé autour, c'était un silence chaotique. Vous vous êtes demandé à quoi les gens jouent. Et il est vrai que le RDPC n'a rien dit parce que certainement le RDPC était au courant que le président était bel et bien vivant, mais dans la classe politique autour, il n'y a pas eu de réaction dans ce sens. Pour dire quoi qu'il en soit, il faudrait que la légalité républicaine soit appliquée. On a vu que ça n'était pas le cas. Donc ça nous amène aujourd'hui à nous dire qu'il faudrait que nous soyons tous Camerounais républicains parce que les textes que nous avons mis en place nous rassurent. Bon, maintenant, si c'est le cas d'une modification, d'une révision qui est actée et qui sera actée prochainement, il faudrait que cela intègre le débat. Il faudrait que les députés qui vont aller
procéder à cette révision-là, qu'il consulte la base. Vous voyez, c'est ça le problème, pour que dans cette révision, que le peuple s'y retrouve. Parce que ce ne sont pas les députés qui vont voter le président de la République du Cameroun, parce que nous sommes dans un régime parlementaire, nous sommes dans un régime présidentiel, et de ce fait, c'est au peuple souverain de voter. Donc les députés, pour nous, ne sont que des représentants, ils ne sont pas le peuple, c'est le peuple camerounais qui vote, qui élit le président de la République. Voilà la problématique qui est sur la table aujourd'hui. Oui. Donc, si c'est le cas, il faudrait que dès à présent, les députés, les parlementaires rentrent à la base et informent la population, sensibilisent. Si cela est possible, qu'ils suivent, on va voir. Donc, voici la problématique qui est sur la table aujourd'hui. Donc, notre vœu serait que nous savons qu'aucun homme n'est éternel sur la terre, ça va nous arriver à tous. Un jour ou l'autre, nous allons passer la main, notre chef de terre également et tout le reste. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment va se passer l'alternance au Cameroun, si tant il est vrai qu'un jour ou l'autre, cette alternance arrivera toujours. Donc pour nous, nous sollicitons en tant que journalistes qu'il faudrait que nous restons scotchés à nos termes, à nos lois, à nos textes et par-dessus tout à notre constitution. Et qu'il ne faudrait pas que le peuple ait la conscience également qu'on révise la constitution à tour de bras juste pour des intérêts personnels égoïstes, mais que nous révisons la constitution en tenant compte de la stabilité de notre pays, en tenant compte du développement de notre pays. Voilà la question. On a modifié la constitution en 2008. Cela n'a pas posé des problèmes majeurs. Certainement, le SDF s'est levé par rapport à cela. Mais le peuple s'est calmé et a accompagné ce projet, on peut le dire, parce qu'à cette époque, on savait que le président bien tenait les menaces. Il était fort, il était solide. Et c'est allé l'être comme l'être à la poste. Vous avez vu qu'il n'y a pas de manifestations. Mais maintenant, au moment où nous sommes aujourd'hui, vous vous rendez compte que de plus en plus, il y a des voix qui montent, il y a des contestations ici et là, il y a le nozo qui monte. Merci. Donc, merci Léopold. Pour les différents acteurs politiques. Voilà, merci beaucoup Léopold. Merci beaucoup Léopold Dassi Yaoundé. Voilà. Maître Fabien Kenyé, avec cette majorité, on dit, de manière triviale, obèse du RDPC, qu'est-ce qui peut empêcher le RDPC de faire ce que certains appellent le passage en force? Naturellement, alors que le MRC n'est pas à l'Assemblée. Tout à fait. Oui. Vous êtes sans ignorer que cela participe même du contentieux électoral qui a cours depuis. Si un projet comme celui-là arrive, qu'est-ce qui peut empêcher que ça passe? C'est pour ça que nous alors que le MRC n'est pas là. Sur le plan pratique, rien ne l'empêchera. Mais ce sera une forfaiture de plus. Et comme l'a dit, je crois, mon confrère Maître Sapi du SGF, ce serait désagréger complètement le pays. On n'en a pas besoin pour l'instant. La population camerounaise n'en veut pas du tout. Vous savez que même au-delà de tout, il faut bien noter que bien que cette Assemblée nationale ait une majorité obèse à l'Assemblée nationale, le Sénat, cette Assemblée a été votée, ainsi qu'au Sénat, par 25% de Camerounais. Et la faute à qui? 25% de Camerounais. Et la faute à qui? Moi, ce qui m'étonne par rapport à votre réaction, là, je suis toujours un tout petit peu gêné de savoir qu'un adversaire vous reproche ce qui lui a permis de gagner une élection. Je ne comprends pas. Mais je dis donc que s'il n'y a pas... je voudrais vous indiquer, si vous le voulez. Oui. Ça vous a certainement démontré. Vous savez, la crédibilité d'une élection procède de la participation, du taux de participation. Oui. Pour la simple raison que le MLC ne soit pas allé à ces élections. En démocratie, permettez-moi, et qu'on ait vu le taux de participation aussi bas, cela voudrait dire que l'abstention est majoritaire. Donc, bien que vous soyez à l'Assemblée nationale, avec votre braquage électoral, nous avons la majorité, le peuple est derrière nous. Et ce peuple a signifié, en boycottant les élections de février. Je crois 2020, bien. Oui. Et donc, il ne serait pas surprenant. Il ne serait pas surprenant, puisque vous êtes habitué à la forfaiture. J'ai cité le cas de 2008. Voilà, merci. Vous avez procédé à la modification de la Constitution en massacrant certains Camerounais. Merci, M. Kenyé. Il nous attend Franck Essi, mais on va d'abord recevoir Sylvestre Hippolyte Zangao, monsieur football sur Equinox Télévision. Bonsoir Sylvestre, au menu ce soir, le 100% foot. Bonsoir Serge Alain, au menu de 100% foot ce soir. Italie 90, 30 ans après.
de quoi se souviennent les Camerounais? Eh bien, cela fait 30 ans très exactement que le Cameroun battait l'Argentine de Diego Armando Maradona au stade de San Siro en phase finale de la Coupe du Monde organisée par l'Italie. Et par la suite, le pays de Roger Mila devenait le premier pays africain à atteindre les quarts de finale du mondial. Nous allons donc refaire l'histoire ce soir avec les principaux acteurs. Nous irons à Atlanta aux États-Unis où nous attend Bou Émile, l'un des principaux acteurs de cette Coupe du Monde qui est installé depuis des années aujourd'hui aux États-Unis. Nous irons également en Afrique du Sud retrouver Roger Fedba au Cameroun, François Mambiik, Albert Roger Mila, Libby Thomas, Bertin Eboulé. Beaucoup de réactions ensuite dans cette édition de 100% foot avec comme principal, acte ce soir, mondial 90. Voilà, un bon programme tout à l'heure, 100% foot. Après Equinox Soir, ce sera avec Sylvestre Hippolyte Zangao, 8 juin 1990, 8 juin 2020. Ça passe, le temps. Voilà, on va repartir tout de suite, parce qu'il est déjà là. Franck Essi, on sait que le CPP, depuis 2018, a décidé de ne pas participer tant que la situation au nord-ouest et le sud-ouest n'est pas résolue. Comment vous, au CPP, vous regardez tout ce qui se passe là, ce gré à gré, succession de gré à gré? Ça vous intéresse, ce débat, au CPP? Écoutez, je pense que ce qui intéresse et devrait d'abord prioritairement intéresser les Camerounais, c'est toute dynamique qui contribue à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est le lieu de dire qu'on est, d'après le Premier ministre de la Santé, à partir de ce lundi, dans le pic de la crise du Covid, qui s'ajoute aux autres crises que nous connaissons dans le pays. Il faut dire qu'au niveau du CPP et des stand-up au Cameroun, depuis 2016, nous savons qu'il y a des projets en vue justement de gérer l'après. L'après est bien. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité tout le monde à se mobiliser, non pas simplement pour faire échec à cette continuité du RDPC à la tête de l'État, mais plutôt à utiliser cette période pour enclencher une dynamique qui peut aboutir à une refondation de l'État. Donc je pense que s'il y a un projet de gré à gré qui est en cours, il ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui importe, ce qui est fait par les forces vives qui veulent un changement, ensemble ou en synergie, pour arriver à créer les conditions d'une transition politique démocratique permettant la refondation de l'État camerounais. Parce que même si il y avait une alternance à contribuer. Franck Essi, oui, vous dites si le SDF et le MRC sont dans l'affirmative. Ils disent qu'il y a quelque chose qui est en cours. Au CPP, vous supposez? Nous savons que depuis plus de 15 ans, des acteurs au sein du RDPC se préparent à l'après-BIA. Certains sont en prison, vous n'ignorez pas. Nous savons que le président se fait de plus en plus vieux, donc j'imagine que ça excite un peu l'accélération des agendas. Mais ce qui est le plus important, c'est de ne pas tomber dans l'illusion que ça se joue entre les seuls acteurs qui sont à Yaoundé. Ouais. C'est de considérer que nous sommes 25 millions de Camerounais et que le pays est dans une situation critique telle qu'on ne l'a jamais vue et qui ne pense pas que ces exercices d'apprentis sorciers se passeront selon le schéma qu'ils ont décidé. Donc nous appelons encore une fois tous ceux qui veulent que l'après-BIA soit meilleur et aboutisse à un véritable changement, de travailler ensemble pour créer ces conditions. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, il faut encore créer le rapport de force pour empêcher. Ok. Merci Franck Essi, secrétaire général du Cameroun People's Party. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Léopold Dassi du quotidien Le Messager depuis Yaoundé. Merci à vous, merci Maître Fabien Kenyé. Merci bien Serge Alain pour cette invitation. Je voudrais en profiter pour dire merci à l'OPOM. Voilà, merci. Oui, merci Serge. Edouard Fauchivé, merci. Et bon retour, ça fait un bon bout. Oui, on ne vous a pas vu et qu'il en soit. Je crois que je suis content de voir que j'avais pour contradicteurs deux membres de deux partis qui aujourd'hui ne participent pas à la constitution de leur pays. Vivement qu'ils comprennent que la loi démocratique est telle que la majorité est obligée de diriger. Ok, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce premier numéro Equinox Soir de la semaine. Bonsoir, bon moment.